Pourquoi? Quelles sont les raisons d'avoir déclenché cette guerre en 1980 à l'Iran? Il y avait des conflits à la fois territoriaux, frontaliers sur le Châtel arabe, et puis Saddam Hussein, dans son début de paranoïa et d'obsession du pouvoir, s'est dit voilà, je suis soutenu par un certain nombre de pays occidentaux, par la France, mais aussi par les États-Unis, la Grande-Bretagne, les monarchies sunnites du Golfe, qui perçoivent l'Iran comme une menace vraiment très forte, puisqu'il y avait cette volonté iranienne d'exporter la révolution. Donc je vais me lancer dans cette aventure-là. Et Saddam Hussein aussi, 79, faut se souvenir, l'Égypte signe avec Israël la paix. L'Égypte se déconsidère aux yeux du monde arabe. Saddam Hussein, lui, se dit voilà, je vais prendre la place de l'Égypte et fort de mon amitié avec les pays occidentaux, je vais être le nouveau calife de Bagdad. Oui, mais enfin, un conflit qui dure quand même 8 ans. Voilà, qui dure 8 ans, qui a été meurtrier en particulier pour les Iraniens, qui ne s'est terminé par ni une victoire ni une défaite pour aucun des deux camps, mais on a versé beaucoup d'armes à Saddam Hussein. Et après 8 ans de guerre avec l'Iran, alors là, il se lance dans l'annexion du Koweït. C'était prévu, ça ? Non, c'était pas prévu, mais donc l'Irak est exsangue à partir des années 1985. Ils ne peuvent plus payer leurs créanciers parisiens notamment, et donc ça se termine par une ni guerre ni paix. Et puis en 1988, donc armistice avec l'Iran, et ensuite Saddam Hussein, si vous voulez, le prix du pétrole a baissé considérablement. Il a besoin d'un pétrole cher pour reconstruire son pays. Le Koweït, l'Arabie Saoudite ont compris ses manigances, etc. Et donc effectivement, il y a une espèce de piège qui lui est tendu. Il ne supporte pas, Saddam Hussein, que les cours soient bas, et donc il se dit je vais faire main basse sur le Koweït, qui historiquement, effectivement, on dira qu'on appelle ça la 19e province de l'Irak. Quand vous regardez le découpage, effectivement, historiquement, on peut penser que le Koweït a été la 19e province. Et donc là, il se fait avoir un petit peu par ses anciens amis américains, et il s'engage dans cette invasion du Koweït, pensant que ses alliés américains, français, etc. vont encore le soutenir. Et ça a été effectivement le basculement vers ensuite ce qui s'est passé, c'est-à-dire un impitoyable embargo qui est en imposé 1990, après la guerre du Golfe. Et là, ça devient l'ennemi public numéro 1 de l'ONU. Et il y a un embargo et économique et financier. Voilà, mais cet embargo, comme d'ailleurs l'embargo qui est imposé aujourd'hui à l'Iran, eh bien, c'est le peuple qui trinque. Et l'Irak de Saddam Hussein est devenu le père nourricier de tout un peuple à travers un réseau de rationnement, d'une stratégie alternative de contournement de l'embargo. Et donc, les Irakiens se sont appauvris considérablement, mais le régime a profité de cet embargo pour renforcer sa grippe sur la population. Mais à partir de 1995, eh bien, les États-Unis ont décidé que l'Irak devait rester, vous savez cette fameuse phrase de Madeleine Albright, quel que soit les efforts faits par l'Irak, Saddam Hussein doit rester dans sa boîte. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un embargo cruel, il y a eu ensuite ces accusations factices d'armes de destruction massive. D'armes chimiques? Voilà, d'armes chimiques qui n'ont jamais existé. La France, à cette époque, justement, a essayé de jouer les médiateurs entre une administration américaine qui était obsédée par Saddam Hussein, qui ne voulait pas qu'il sorte de sa boîte et qui ne voulait pas le réhabiliter. Il y a cette fameuse phrase de Madeleine Albright, encore une fois, qui a dit si le prix à payer, c'est des centaines de milliers d'enfants irakiens morts, ce sera le prix à payer. Et donc là, voilà, on a basculé dans une autre phase. Saddam est devenu le paria de la communauté internationale, mais toujours réussissant à contrôler son pays. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu... Sans jamais perdre la main. C'est vrai qu'il est considéré comme l'un des dictateurs les plus meurtriers du XXe siècle, quand même. Oui, c'était un pouvoir absolument d'une brutalité sans nom, mais à la limite, à la fin, il n'avait même pas besoin d'exercer cette brutalité. Je vous raconte l'anecdote que nous avait racontée quand on a écrit ses mémoires, le traducteur de Saddam Hussein, qui est un Kurde. Eh bien, les mois qui ont précédé la guerre de 2003, il ne dormait plus avec sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il pensait qu'il avait peur que sa femme ait été recrutée par les services de renseignement irakiens et que si jamais, lui, dans un rêve, il venait à critiquer Saddam Hussein, eh bien, il aurait été mis en prison. Vous vous rendez compte un petit peu le degré de paranoïa, mais la peur suffisait
la peur de la violence suffisait à ce qu'il règne sur ce pays qu'il avait mis en coupe réglée, ses enfants régnaient sur du business, le clan était là, élargi, il y avait au sein de cette famille beaucoup de divisions, mais il savait aussi quand même, c'est là que je vous dis, c'est aussi le produit de l'histoire irakienne, il savait quand même que l'Irak était foncièrement un pays tribal, donc il a toujours ménagé les tribus, certaines tribus sunnites. Il était extrêmement dur, évidemment, contre les chiites et contre les Kurdes qu'il avait gazés, vous en souvenez, en 1988. Alors justement, les Kurdes, parlons-en. Quelles répercussions sur les Kurdes du conflit, justement? En 88, il y a eu le fameux gazage d'Al-Habja qui a été perpétré par Saddam Hussein et qui a très peu suscité de réaction internationale. Quelques mois après, le ministre français des Affaires étrangères est allé voir Saddam Hussein et donc effectivement, parce qu'il se pensait encore toujours le rempart face à cet Iran qui faisait peur. Mais définitivement, les Kurdes, à partir de 90, ont bénéficié d'une no-fly zone, d'une zone d'exclusion aérienne, et c'est à partir de là qu'effectivement l'opposition, à la fois kurde et puis de l'étranger, s'est construite. Et il y a eu un homme qui a joué un rôle assez important, c'était Ahmed Chalabi, qui a compris, alors il avait beaucoup de défauts, Chalabi, mais il avait compris depuis les États-Unis que sans intervention extérieure contre son pays, il n'y aurait pas de chute de Saddam Hussein parce que Saddam Hussein, comme je vous disais, il tenait les verrous de tout et donc il n'y avait pas de possibilité. Alors ça s'est fait à un coup que vous connaissez, ça s'est très mal fait, mais Saddam Hussein réussissait à tenir cette mosaïque irakienne, quand même sunnite, chiite, kurde, très difficile à tenir et sans intervention extérieure, eh bien il ne serait pas tombé. Alors justement, racontez-nous les circonstances de l'invasion de l'Irak et son arrestation. Les circonstances de l'arrestation de l'Irak, c'est 2001, les attentats du 11 septembre. George Bush déclare quelques mois après l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord sur l'axe du mal. Et à défaut de pouvoir attraper Ben Laden, eh bien, il se lance dans cette folle aventure contre l'Irak de Saddam Hussein, fabrication de preuves. Parce que c'est après 2011 que, pour les États-Unis, l'Irak devient la cible principale de lutte antiterrorisme. Oui. Pourquoi ? Mais parce que, je vous dis, à défaut d'avoir Ben Laden et instrumentalisé par les néoconservateurs américains, poussé un petit peu aussi par certains responsables israéliens. Je me souviens, j'étais à Jérusalem à l'époque en 2003, on me disait la route de la paix à Jérusalem passe par Bagdad, passe par un changement de pouvoir. Et donc il y a eu cette fabrication du mensonge, les armes de destruction massives, et puis il était clair qu'à partir de l'été 2002, la machine folle était en route, et donc il y a eu cette opération, cette constitution d'une coalition militaire, mais fortement dominée par les États-Unis, 140 000 hommes, et qui ont renversé assez facilement, en 3 semaines, un régime qui était effectivement à bout de souffle. Et ensuite, alors Saddam Hussein a réussi, vous vous souvenez, le 9 avril, lorsque Bagdad est tombé, à prendre la fuite. Oui. Il s'est réfugié dans sa tribu, toujours. On revient chez les siens, dans sa tribu, parce que les sunnites, eh bien, le lien tribal est très fort. Et puis ensuite, il a été arrêté 6 mois plus tard. Parce que le lien tribal est très fort, mais on se pose la question quand même, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être vendu par les siens ? Oui, il aurait pu être vendu, il l'a peut-être d'ailleurs été, j'ai plus en tête, mais il l'a forcément été par quelqu'un, mais quand je veux dire par les siens, c'est-à-dire retour vers la tribu, vers le noyau dur de la tribu, et il faut dire aussi que dans ce pays qui a été fracturé en 2003, eh bien vous trouviez, et on vous trouvait encore, des gens, des sunnites prêts à défendre Saddam Hussein, parce qu'ensuite, vous savez, il y a eu la revanche, donc il y a eu au nom de la débassification une chasse aux sorcières qui a été lancée, et Saddam Hussein en a profité pour survivre 5-6 mois. Et on a bien vu son arrêt, sa pendaison s'est faite. Justement, ce fameux jour, c'était le 30 décembre 2006. 2006, ouais. Et il a été pendu d'une manière assez, je dirais, scandaleuse, parce que pendant l'Aïd, une période quand même de fête religieuse, il a été humilié. Justement, tous ses anciens adversaires, Chalabi, etc., l'ont vraiment humilié. Et ça n'était pas, même si
l'homme était absolument indéfendable, mais ce n'était pas de cette façon qu'on pouvait espérer recoller les morceaux de la mosaïque irakienne, mais d'ailleurs, ça n'était pas le but recherché, c'était vraiment de montrer la vengeance, etc. Et donc, en 2006, on était en pleine guerre civile, et pour les vainqueurs, c'est-à-dire à la fois chiites et kurdes, il ne s'agissait pas de montrer une quelconque compassion à l'égard d'un dictateur qui avait été très sanglant et qui avait réprimé. 24 ans, hein, aux commandes de son pays, il a dirigé du main de fer et il est pendu parce que ces crimes contre l'humanité, oui, il le mérite quand même. Tout à fait. Non, mais je veux dire, les circonstances, cette humiliation où on l'a vu, les images. Moi, je vous parle de la façon dont elle s'est perçue en Irak, par quand même. Vous-même qui avez été otage là-bas, lorsque vous avez vu ces images, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, mais je me suis dit, c'est bien sûr qu'il y a la pulsion, il y a l'émotion, voilà. Mais tout homme a droit à une mort digne. Et donc, il ne s'agissait pas de même un criminel comme ça. Oui, on a vu de haute d'autres. voltige. Voilà, il y a un jugement, il a été condamné à mort, il est condamné à mort. Mais voilà, après, on rentre dans. Vous vous êtes senti soulagé lorsque vous avez vu ces images? Non, parce vous que vous êtes dit que finalement l'Irak allait changer? Non, pas du tout, parce que l'Irak en 2006 était livré aux groupes armés. Les Américains, les pauvres, ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Saddam Hussein n'était plus le problème. Et les Américains, à cette époque-ci, je me souviens, cherchaient un soft Saddam Hussein. Quelqu'un qui était justement, qui aurait eu une main de fer, oui, et pour justement tenir cette mosaïque irakienne qui est quand même très très difficile à tenir entre des chiites irakiens, les arabes, sunnites et les kurdes, et des sunnites et des kurdes, et donc ils n'ont jamais trouvé le problème de soft Saddam parce que, comme tous les dictateurs, Saddam Hussein n'a jamais préparé sa succession. Alors, conséquence de cette chute, hein, de cette mort de Saddam Hussein sur la politique irakienne de nos jours, on en est où en Irak? L'Irak est toujours un pays, je dirais, sans État. C'est ça le drame de 2003, c'est que les Américains ont non seulement effectivement écarté Saddam Hussein et sa clique du pouvoir, mais ils ont éliminé tout ce qui faisait la structure de l'État irakien, l'armée, les services de renseignement, l'administration. Et donc, 15 ans après, on est dans l'impossibilité, toujours c'est pathétique, de reconstruire un État. Le confessionnalisme s'est développé, la vengeance a été pendant longtemps le seul ressort. On parlait pour l'assassinat, la pendaison de Saddam Hussein. Voilà, on est 15 ans après, vous vous rendez compte qu'on est encore en train de débassifier, de dire votre grand-père a été bassiste, donc il faut, etc. Voilà, on n'a jamais réussi à tourner la page, et il s'est mis en place un système donc confessionnel qui a vu les vainqueurs de la guerre, qui avaient été les opprimés sous Saddam, les chiites et les kurdes, eh bien, remporter, avoir beaucoup de pouvoir, exercer ensuite leur vengeance, se répartir la manne d'un pays riche. Oui. L'Irak est un pays riche, hein, en pétrole. Oui. Et donc, avec une corruption qui aujourd'hui, l'Irak, je crois, est le 10e pays, le 165e pays le plus corrompu du monde, au monde. Et donc, la corruption est devenue un système de gouvernance entre tous ces responsables politiques chiites, kurdes et sunnites, et qui ont tout intérêt à ce que ce système se perpétue. Oui. Et donc, aux grandes dames de la population, qui aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, on a marre. L'Iran, évidemment, à partir de 2003, George Bush a offert à l'Iran la moitié du pays, puisque les chiites, plutôt pro-iraniens, eh bien, se sont un petit peu alignés, pas alignés sur Téhéran, mais l'Iran a profité pour infiltrer et pour contrôler certaines milices, certains groupes qu'ils avaient hébergés qui étaient opposants pendant l'époque de Saddam Hussein, et on se retrouve aujourd'hui, on le voit bien, puisqu'avec les événements d'Arabie Saoudite, Israël est allé frapper des milices chiites irakiennes, pro-iraniennes cet été, eh bien, donc l'Iran est devenu un faiseur de roi en Irak, et ce pays n'a pas... Je pense que ce pays
est quasiment condamné pour de très longues années. Oui. Alors justement, vous, avec votre expérience dramatique en tant qu'otage, vous me dites que vous voyagez encore beaucoup au Moyen-Orient, en Iran, vous l'avez dit, et vous allez bientôt repartir en Irak. Dans quel état d'esprit vous êtes? Ah ben non, tout ça est un peu loin maintenant, quand même, il y a une quinzaine d'années, et donc bon, je fais preuve de prudence accrue quand je vais là-bas. Vous n'avez pas été assez prudent la première fois? Bah, on n'est jamais assez prudent lorsqu'il vous arrive une tuile, donc voilà, mais après, c'est comme on dit, c'est le destin. Donc aujourd'hui, je fais attention. La situation, il y a quand même beaucoup moins de kidnapping qu'avant, mais ça reste un pays qui a des ferments de violence extrêmement développés, extrêmement forts, et donc il faut toujours être prudent, mais c'est un pays qui est cassé. C'est un pays qui est cassé, c'est un pays où le sentiment d'appartenance nationale ont pris de plus en plus d'importance. Il se produit en Irak ce qui s'est produit un peu au Liban, c'est qu'elle fait le modèle iranien de constitution de milices qui contrôle une économie parallèle, qui contrôle des groupes armés, qui rivalise avec l'armée, et donc, encore une fois, délitement de l'État au profit des milices chiites, et qui sont elles aussi, en particulier quand elles sont pro-iraniennes, eh bien, dans ce sentiment de revanche contre les sunnites. Quel pays a intérêt de voir l'Irak se reconstruire aujourd'hui? Encore une fois, l'âme irakienne, c'est une âme violente, l'histoire comme ça. Et donc, voilà, il faudrait... le Koweït, n'en parlons pas, l'Arabie Saoudite garde quand même des souvenirs un peu